Alors, j'ai hâte d'entendre parler de votre nouveau livre. C'est vraiment une bonne idée. Juste le titre, c'est différent. Ah, bonjour à Yannon aussi. Oh, merci d'être là. Bon, Oui, alors, ben, bon, on a eu du oui, mal à obtenir allez-y. ce titre parce que pour l'éditeur, ça paraissait pas assez grand public. Mais bon, on est content. Oui, vraiment. Voilà, ben, je vous présente mon co-auteur, Laurent Briquet, qui est là. Enfin, chez moi, il est en bas là. Mais bonjour Laurent. Oui, donc, bonjour Laurent, oui, bienvenue. D'habitude, je commence ma rencontre avec, cet été, plusieurs d'entre vous ont eu des entrevues avec moi aussi, puis je commençais toujours, bonjour, bienvenue au Café Rencontre de Québec, Vas-y, Format et tout. vas-y. Mais là, j'ai comme pas de phrase clé pour mes débuts de rencontre, là. Donc, on va dire bienvenue à cette rencontre du 28 mars. Pour nous, c'est encore le tôt, ben, il est 11 heures. Ça peut être un café. Peut-être pour vous, c'est l'apéro. On pourrait appeler ça les 5 à 7, l'expression typiquement québécoise. Euh, mais je vais trouver un mot pour commencer. Enfin, donc, bienvenue tout le monde. Merci à Françoise et Laurent. Je me permets de vous tutoyer. On pourra ajouter les docteurs et les titres dans la présentation. Le moment venu. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation pour justement venir nous présenter votre livre un peu plus tard tout à l'heure. Je vais juste prendre le temps de saluer tout le monde. Carla, Muriel, Sonia Blondeau, Françoise, Mayra qui est au Brésil, qui fait de la cuisine présentement. C'est pour ça qu'elle n'a pas mis sa photo qu'elle nous a dit. Le Corvic, c'est quoi ton prénom déjà? C'est Marie? Non. Magali. Magali, c'est ça. Magali. Bonjour. Rhiannon, bonjour. Pascal. Laurent Briquet, bonjour. Sylvie Lemelin, bonjour. Claudia, Chantal, Catherine et Marie-Danielle. Pour ceux qui nous écoutent, il y a Gargel qui s'ajoute aussi. Pour ceux qui nous écoutent en direct dans le groupe Québec Aroma, Aromathérapie au Québec, je vous invite à rejoindre le Zoom, c'est plus interactif. Bon, vous allez pouvoir poser des questions aussi, soit en personne ou par écrit. Parce que les questions dans le groupe, c'est plus difficile pour moi d'aller les lire. Et en plus, il y a un petit délai. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le Zoom. Donc, on est ensemble pour 1 heure pour ceux qui veulent rester tout le long. Si vous voulez quitter, c'est quand vous voulez aussi. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Vous pouvez simplement lever la main ou activer votre micro. C'est interactif. C'est pas tout à fait comme cet été des entrevues où est-ce que c'est juste moi et les invités qui parlent. On est tous ensemble, puis on échange comme ça en toute simplicité. Donc, c'est ça. On a eu une grosse semaine pour l'aromathérapie, je pense, dans la francophonie, entre autres parce qu'on avait le sommet des plantes médicinales. Plusieurs d'entre nous, on a passé certaines heures à regarder ça. Moi, j'en ai regardé quelques-uns. Je n'ai pas terminé, puis je vais poursuivre, mais je trouvais ça intéressant de voir ça. Ici au Québec, on a eu la sortie du livre, le nouveau livre de Françoise et Laurent. On va en parler tout à l'heure. En fait, moi, je l'ai reçu en boutique, donc c'est comme une sortie parce que je ne suis pas sûr qu'il est disponible déjà dans les autres magasins. Pour l'instant, il est disponible chez Québec Armand. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Avez-vous des coups de cœur justement avec le sommet des plantes? Est-ce que vous avez écouté des entrevues qui vous ont particulièrement marqué, Muriel? Oui, moi, une personne qui m'a fort marqué, c'est Elske Mais. Je connaissais le nom, mais j'avais jamais écouté. Et franchement, ça m'intéresse, hein, les signatures, tout ça. Bon, moi, donc j'ai fait un parcours. J'ai commencé par l'aroma, mais maintenant, il va falloir que j'aille un peu regarder la plante de plus près parce que je les connais pas et je sais pas le chemin idéal à faire, quoi. Non, franchement, Elske Mais, ça m'a beaucoup impressionné. Est-ce que tu avais accès aussi aux ateliers après les rencontres? Non, je vais avoir accès plus tard. OK. Je vais acheter le pack. Donc, je vais faire les ateliers après. J'ai préféré d'abord regarder et puis Ouais. voilà.
Il y en a Mais d'autres qui... Oui, Comme c'était beaucoup sur les huiles essentielles, évidemment, on était fort intéressés, quoi. oui. Ben, OK. Moi, je ne donnerai pas. Moi, j'ai pas terminé de les écouter aussi. Ça, j'ai été surpris par le, où nous emmenait Loïc Ternisien avec son approche un peu temporelle qui soigne des trucs dans le passé. En tout cas, son approche quantique, c'était un peu spécial. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de sortir ça nous amène ailleurs. J'ai trouvé ça le fun aussi. Lydia Bosson, j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que je n'avais jamais pris le temps d'écouter des trucs plus que des petits vidéos courts, là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ici, moi, j'ai reçu beaucoup de nouveaux livres dans ma boutique. Alors, ça m'a aussi... ça s'est ajouté à tout ce qui se passait d'aromathérapie dans ma vie et autour de moi. Donc, allez jeter un coup d'œil si vous voulez voir. J'ai beaucoup de nouveaux livres, entre autres de l'édition Terre Vivante, qui sont peut-être plus difficiles à trouver au Québec. C'est des livres il y en a sur les parfums, il y en a sur les cosmétiques, les savons. Et j'ai comme un peu grossi la section de justement ces livres-là de Do It Yourself. Et j'ai aussi une section avec des livres sur ceux qui s'intéressent à la parfumerie avec les huiles essentielles et tout. Donc, j'ai ajouté certains nouveaux livres. Écoutez, on va passer tout de suite avec le livre dont tout le monde parle, Aromathérapie. Donc, j'étais vraiment content que Françoise accepte avec son collègue, collaborateur, co-auteur, Dr. Laurent Briquet, que vous avez accepté de venir en parler aujourd'hui avec nous. Bien, merci beaucoup, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je vais laisser peut-être le co-auteur que la plupart ne connaissent pas encore se présenter, Laurent, parce que justement, je ne me voyais pas faire un livre sur la psychologie, le bien-être, les émotions sans un professionnel comme lui. Donc, je te laisse la parole, Laurent. Laurent, on avait de la misère. Ton micro. C'était le micro, oui, c'est ça. Voilà. On t'entend pas. On t'entend pas. Et là, vous m'entendez? Oui, oui, là, ça va bien. Là, vous m'entendez? Peut-être, oui. D'accord. Je pourrais le faire, mais peut-être je vous demanderais de vous-même vous présenter un peu, Laurent, Oui. pour que les gens, on connaît tous un peu Françoise déjà. Oui. Oui, je vais essayer de le faire très vite et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais je vais essayer de le faire assez vite. Donc moi, je suis docteur en psychologie, je suis psychologue des hôpitaux en France, en Alsace. J'exerce également en privé, en libéral, en cabinet et je suis aromathérapeute depuis 2015. Depuis, je crois, un peu, ouais, j'allais dire un peu avant quand même, parce que j'ai ouvert mon cabinet en 2010. Mais bon, faudrait que je regarde exactement. Okay. J'ai commencé à soigner les gens en aroma de façon très complémentaire, comme ça, avant même que l'OMS reconnaisse cette thérapie comme une thérapie complémentaire scientifiquement démontrée. Et aujourd'hui, je milite beaucoup pour que pour que les psys se saisissent de cette reconnaissance pour utiliser l'aromathérapie dans les séances. Tout est possible à inventer, hein. On peut diffuser dans une séance, on peut faire... Parce que c'est une thérapie complémentaire, donc on ne peut pas faire que de l'aroma dans une séance psy sérieuse, mais on peut tout à fait mobiliser plein de choses, apaiser plein de choses en complément. Voilà. Alors à côté de ça, je suis expert judiciaire près des tribunaux, donc
c'est du forensic psychology, hein. Je ne sais pas trop comment on dit au Québec, mais vous connaissez certainement. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre encore? Ben, j'enseigne dans les universités, j'enseigne la psychologie à Metz et à Besançon, en France, la psychologie légale à la faculté de médecine à Nancy. Et puis grâce à Françoise et grâce au professeur Mittenhofer, j'ai la responsabilité de l'enseignement des huiles essentielles psychotropes dans le diplôme universitaire d'aromathérapie scientifique à la faculté de pharmacie à Dijon. Donc, c'est une grande responsabilité et un grand plaisir pour moi d'enseigner aux professionnels de santé des huiles essentielles qui ont un pouvoir sur le psychisme, à la fois sur le système nerveux au sens neurophysiologique du terme, et puis sur la psychologie en général, l'inconscient aussi. Enfin, on en parlera certainement avec Françoise. Voilà. Est-ce que je peux vous demander comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est justement dans ces diplômes universitaires? Est-ce que c'est la même université où Françoise enseigne? Alors, on s'est rencontrés. Moi, j'étais un élève, mais ce n'était pas la même université. C'était à Strasbourg, où Françoise enseignait à l'époque. Et elle avait cofondé le premier diplôme universitaire d'aromathérapie clinique. Et donc, moi, j'étais un élève du fond de la classe, tout à fait discret. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Qui a eu l'idée d'élaborer ce livre et comment ça s'est... en fait, quand et comment est venue l'idée de faire ce livre-là ensemble ou séparément, si l'idée est venue de un avant? Là? Alors, effectivement, c'était une idée que j'avais depuis un moment parce qu'on est tous les deux hypnothérapeutes avec Laurent. Et moi, j'ai commencé aussi il y a quelques années à pratiquer la méditation, Laurent aussi. Et c'était une vraie demande par rapport à ça. Moi, je fais du coaching aussi mental. Et donc, c'était un petit peu la suite, c'est-à-dire que là, pour Terre Vivante, ben, pour certains, vous connaissez le guide. Il y avait effectivement le Tout soigner avec 16. Ensuite, il y a eu le guide sur le sportif. Et puis, c'était la suite logique. Et en même temps, quand l'éditeur avec qui on en a discuté, me dit bon, il faut nous faire un livre là-dessus. Je dis, je ne me vois pas écrire un livre comme ça sans un spécialiste de la matière, et en l'occurrence qui connaît les huiles essentielles, qui les utilise vraiment, parce que vous avez aussi beaucoup de gens qui écrivent des livres sans les utiliser. Hein, donc on reste dans une théorie qui est dommageable, et quelqu'un qui était compétent dans les deux domaines, et puis avec qui on s'entende bien, parce que faire une coécriture, parce que j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas leurs livres. Hein, Sonia, est-ce que c'est que d'écrire un livre et combien c'est long? Hein, donc il faut quelqu'un de compétent aussi là-dessus, et donc avec qui on s'entend, parce que si effectivement dès la première phrase rien ne va, c'est pas possible. Donc on a mis 2 ans et demi à l'écrire et à se rencontrer aussi beaucoup. Donc c'est aussi pour moi sans doute le livre le plus personnel que j'ai pu écrire, parce que ça nous fait aussi beaucoup réfléchir aussi sur nous-mêmes. Quand on écrit aux autres, on le sait bien, quand on forme les autres, c'est pareil, on en apprend beaucoup, et c'est une grosse introspection sur soi-même par rapport à toutes les recherches aussi qu'on a pu faire. Hein, c'est important. Donc l'initiative était commune avec l'éditeur. Et pour moi, il était évident de l'écrire avec Laurent, connaissant sa compétence, sa bienveillance aussi. Et effectivement, ça a été un moment aussi de rencontre ensemble. Je crois que ça nous a définitivement beaucoup plus soudés également. Wow. Est-ce que, étant donné que les dernières années, tu as travaillé beaucoup sur différents livres, tu as écrit plusieurs livres, est-ce que l'idée est venue à un moment donné, dans la deuxième édition du Guide Terre Vivante, d'intégrer ces sujets-là dans un livre où c'était clair, et pour toi et pour l'éditeur, que ça allait être un livre à part?
Alors, on en a parlé puisqu'on a rajouté dans la deuxième édition un tout petit peu d'olfactothérapie et il manquait, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire un livre qui est épais comme ça et finalement, c'était un peu à part. Il y a aussi de plus en plus, alors c'est l'impulsion, alors on a dédié le livre à mon fils et, et également au professeur Lobstein, pour certains, vous l'avez connu. Je sais que Sonia et Ryanon l'ont connu. C'est avec elle que j'avais cofondé le premier DU de clinique de Strasbourg que Laurent a fait. Et justement, c'est elle aussi qui nous poussait à aller là-dessus. Et sur ce nouveau DU clinique à Dijon, dès la première année, on a formé énormément de psychiatres, que ce soit médecins ou infirmiers. Et donc là, on s'est dit, il y a une nécessité, il y a une vraie demande, parce que souvent la psychiatrie est aussi un peu plus ouverte parfois pour certains services, parce qu'ils sont en recherche justement d'autres méthodes. Ils font maintenant des diplômes universitaires d'hypnose, de méditation, etc. C'est quoi le plus grand défi d'écrire à deux comme ça? Tu dis vous avez dû vous rencontrer, c'est un travail sur plusieurs mois, tu parlais de 2 ans. C'est quoi le défi? Moi, ça m'impressionne. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup seul. Je rassemble des gens, mais je fais mes trucs tout seul. Fait que ça m'impressionne de voir des gens qui collaborent pour comment ça se fait concrètement écrire un livre à deux. Tu as parlé que vous vous rencontrez, tout ça. Ben, c'est quoi le défi, la difficulté que vous avez rencontré par Je me rapport permets de commencer et je laisserai Laurent répondre. Moi je vais le dire comme ça, c'est très personnel, mais je suis fille unique, donc j'ai l'habitude de me débrouiller seule aussi. Et donc c'est aussi ouvrir son cœur, écrire à deux. Ça, c'est très important. C'est accepter aussi que on puisse discuter et échanger. Voilà, je crois que c'est agrandir sa famille de cœur, d'écrire à deux. En tout cas pour moi. Je laisse répondre Laurent. Oui. Oui, c'est très compliqué, Gilbert, en fait. C'est très compliqué. Euh, moi, j'écris tout seul depuis toujours. C'est mon premier ouvrage grand public coécrit à deux, vraiment 50-50 au niveau travail. Et en plus, on n'habite pas dans la même ville. Donc, on s'est physiquement, j'ai j'ai imposé à Françoise qu'on se retrouve pour passer quelques jours dans un hôtel à travailler. L'une ou l'autre fois, on était au bord de la mer, c'était bien. Mais en 2 ans et demi de travail, on s'est retrouvés peut-être 3 ou 4 fois, c'est tout. On a dû apprendre à travailler au téléphone, par mail. Et comme vient de le dire Françoise, en fait, ça, psychologiquement, il faut ouvrir l'espace à l'autre. Euh, et ne pas se raidir sur le regard différent de l'autre sur la question, le percevoir d'emblée comme un enrichissement. Mhm. Et c'est très compliqué à faire. Mais alors, moi, j'avais cette chance que il y avait déjà cette amitié au préalable entre nous. Et Françoise et moi, on a plusieurs choses en commun. Il y a une chose qu'on a, c'est quand on travaille, on travaille. Mm. Alors, on mélange pas tout. Et quand on bosse jusqu'à plus pouvoir, donc des nuits blanches, etc. On est des vrais bosseurs. Et ça, je le dis sans fanfaronner, mais c'est vrai. Et c'était pas simple. Je crois pas que je referais ça avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Il faut vraiment pas se sentir menacé au niveau pensée ou intellectuellement par le regard de l'autre. Il faut pas se sentir inférieur à l'autre. Il faut vraiment se dire on est main dans la main et on s'enrichit l'un et l'autre. C'est pas simple. Mais vous avez réussi et je pense que le livre est bien accueilli déjà pour l'instant. Il est sorti quand en Europe? Il est Le sorti 16. le 16. Le 16, OK. Et c'est vrai que, enfin, je vais le dire comme ça, c'est un de mes livres qui parle mieux. Enfin, moi, je vois pas les ventes beaucoup et tout ça, mais où il y a le plus de retours. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on a vraiment déposé notre cœur, on vous l'a donné, quoi. C'est le premier livre que j'écris réellement à deux.
jusqu'à présent, quand j'ai pu écrire des livres à deux, soit c'était 80-20, soit c'était vraiment toi tu fais cette partie, moi je fais celle-là. Alors que là, réellement, on a apporté tous Ouais, les deux, pour chaque pathologie, pour chaque chose, tous les deux, on a apporté notre pierre à l'édifice. Donc ça, Donc, c'est compliqué, parce ouais, qu'il faut mettre son c'est ego vrai. de côté. C'est une vraie thérapie aussi pour travailler son ego, où on va dire, ah, tiens, pourquoi il a mis ça, plutôt que de dire, je suis pas d'accord, non, c'est moi la plus forte, c'est moi le plus fort. Mhm. On n'a pas du tout eu ce rapport-là, ce qui est pas forcément évident, hein, d'ailleurs. Mhm. Mais avec nous, ça a coulé, enfin, je sais pas, voilà, on a de la Mhm. chance, je dirais. On a beaucoup de chance. Mm. On a beaucoup de chance. Eh bien, François, c'est quelqu'un de très généreux aussi, euh, au niveau personnalité, au niveau du partage. Et alors je fais une petite confidence à Québec, à Roma, mais j'ai aussi des soucis de santé assez importants. Et du coup, ne sachant pas si j'en referai un deuxième, moi j'étais encore plus dans la générosité, dans le partage aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, on va tout donner dans ce livre, on va tout partager, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, hein, la science, les connaissances évoluent. On va tout partager parce que il faut vraiment. C'était cette conviction qu'on avait aussi, hein, qu'il y a toute une partie. Et ça, on l'avait avant le confinement, avant la catastrophe en santé mentale qu'on connaît aujourd'hui du confinement et des mesures restrictives liées à l'épidémie de Covid-19. Bien avant ça, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus, on voulait, on avait conscience, on en avait discuté, il y a toute une frange de la population qui n'ira jamais voir un psy parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce qu'ils habitent trop loin, parce que parce qu'ils ont peur, parce ils ont hérité d'une génération où les psys, c'est pour les fous, etc., etc. Et on s'est dit, mais même si ça ne déclenche quelque chose que chez 1% de la population, mais ce sera une réussite parce que il faut que les gens se disent, ben voilà, on peut commencer à travailler tout doucement et peut-être ça incitera des gens à consulter, à faire un travail plus en profondeur. Et ça, c'était vraiment, vous voyez, il y avait des choses auxquelles on croyait très fort et on croit, je pense, toujours très fort derrière ce livre et derrière les motivations de ce livre. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, Laurent, ça répondait à une question que j'allais poser plus tard, euh, qui était ma question, à qui s'adresse le livre, pour qui vous l'avez écrit? Tout à l'heure, tu as parlé de vraiment ton premier livre grand public. Donc, vous avez en tête le grand public, les gens qui, justement, n'osent pas aller vers les professionnels, n'ont pas nécessairement les moyens. Ils peuvent retrouver de l'aide pratique dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment grand public ou c'est vraiment pour... Non, alors effectivement, il est grand public parce qu'il y avait cette motivation-là. Et en même temps, j'avoue que j'avais dit à Françoise, on va batailler avec l'éditeur pour faire des choses un petit peu carrées, un petit peu scientifiques, parce que j'aimerais que les psychologues et les psychiatres puissent en faire quelque chose. Mhm. Par exemple, je te donne un exemple très simple. J'ai dit à Françoise, on va faire le bras de fer s'il le faut, parce que il faut qu'on ait les noms latins des huiles essentielles à côté des huiles essentielles. Et c'est tout con, mais si tu veux, au niveau éditorial, au niveau du travail de maquettage, etc., rajouter les noms latins après chaque huile essentielle dans un livre comme ça prend une place folle et ça demande du temps, etc. Et comme ils sont limités en nombre de pages, eh bien, la première réponse de l'éditeur, c'était écoutez, non, c'est pas essentiel pour un livre grand public. Donc, on s'est quand même battu. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. On s'est battu pour qu'il y ait des éléments nécessaires. Hein. Je donne cet exemple-là parce qu'on a quand même encore chaque année des erreurs de conseils ou de prescription ou d'automédication, hein, parce que au comptoir à la pharmacie, si on ne sait pas à quelle lavande il faut et qu'on marque juste lavande,
eh ben, on fait des bêtises. Et donc, là-dessus, voilà. Et non, il est fait, je pense, mais c'est le psychologue qui parle, mais je pense que on a un index des pathologies, par exemple. Et les définitions sont vraiment sous l'angle de la psychopathologie moderne. Donc, je pense que les collègues peuvent en faire quelque chose. Alors, moi, j'y crois très fort. Je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose. Mais j'attends les retours, c'est tout frais. Hein. Oui. Je me permets de compléter. C'est aussi pour les encens, puisque pour vous qui êtes à peu près tous spécialistes, vous savez qu'il y a plusieurs encens. Donc on a bataillé là encore parce que il y a forcément des relecteurs. Mais pourquoi vous mettez plusieurs encens? Mais pourquoi bon, donc là aussi on a bataillé pour la couverture aussi. Et puis ben, on en veut pour preuve la préface. Alors je ne sais pas s'il est connu au Québec, mais a été faite par un médecin psychiatre qui s'appelle Christophe André. Je vais préciser qu'il a fait la préface bénévolement. C'est quelqu'un qui ne fait pas de préface pour d'autres livres. Moi, on m'avait prévenu qu'il n'en ferait pas. Et en fait, il a accepté de faire la préface parce qu'il a trouvé en tant que psychiatre le livre important en médecine complémentaire psychiatrique en ce qui le concerne, puisqu'il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, beaucoup fait, beaucoup introduit la méditation pleine conscience à l'hôpital. Il était psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, donc le grand hôpital psychiatrique à Paris. Et justement, enfin là, on était un peu dans nos petits souliers parce qu'on a fait donc des séances d'hypnose olfactive, mais surtout de méditation olfactive. Donc pour le ponte, un des pontes dans le monde de la méditation pleine conscience, on avait quand même un petit peu peur avec Laurent quand il a reçu le manuscrit et il l'a validé sans aucune correction. Donc là, c'était notre première victoire parce que vraiment, c'était compliqué. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Laurent. Moi, quand j'ai commencé mes études de pharmacie, je voyais les grands murs de l'hôpital psychiatrique en me disant mais là-dessus derrière ils sont tous fous. On a tous une vision en fait de la psychiatrie parce que nous en France, je ne sais pas si vous l'avez aussi en anglais, mais on a notamment un film qui a fait beaucoup de mal à la psychiatrie qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec des électrochocs sans endormir les gens. Enfin, moi, j'ai travaillé en hôpital psy, j'ai compris que c'était pas ça, la psychiatrie. Et puis, petite anecdote personnelle, quand mes parents m'ont demandé, bon, tu es sûr de faire pharmacie? Oui, oui, je veux travailler dans les plantes, donc voilà. Et puis, bien sûr, ça fait mieux en France de faire médecine. Donc, ma maman me dit, j'étais en terminale, tu veux pas faire médecine? Et puis, je dis, bon, non, enfin, ou si je fais médecine, je ferai psychiatre. Et là, j'ai mon père qui me fait, non, ben alors fais pharma. Alors, l'air de dire, tu vas être plus fou qu'eux. Donc, voilà, mon mari maintenant me dit plutôt que je me serais fait manger par mes malades. Donc voilà. Mais je crois qu'on se fait une fausse idée. Et qui d'entre nous ne s'est pas posé la question avant de pousser la porte d'un psychologue ou pire d'un psychiatre? C'est compliqué. Et c'est des gens en fait qu'on a appris aussi à découvrir en les formant, qui sont hyper ouverts là-dessus et hyper en demande. On a une question de Mayra du Brésil. Est-ce que Mayra, tu voulais prendre la parole en personne? Peut-être c'est plus facile que si moi je la lis. Si tu peux lire, je préfère. Oui, alors je vais aller. Bon. Okay. Donc, je vois deux. Oups, j'ai perdu le fil. Je vois deux approches sur Aromapsy, le subtil et celle de la pharmacologie. Les deux veulent l'olfaction. Mais ce sont deux approches différentes, même que complémentaires. Excusez mon chien, Jacques. Est-ce que vous en parlez dans le livre, ces deux approches? Je savais, à cause de mots, je suis sur un ordi portugais. C'est à cause de ça que tu n'arrives pas à lire. Oui, ben c'est pour ça que je voulais que tu prennes la parole. Ouais. Je vois deux approches sur Aromapsy, le subtil, la pharmacologie. Ce sont des approches différentes, même qui complémentaires, mais je veux savoir si dans le livre, ces deux approches sont mentionnées, sont intégrées dans quelque forme, etc. C'est ça. Je me permets de commencer, Laurent, si tu veux. Alors,
on a dans le monde 2 écoles d'aromathérapie. Alors, on a une des représentantes qui justement nous montre ces 2 approches, c'est Rhiannon qui est parmi nous. On distingue l'école anglo-saxonne de l'école française, alors qui ont tendance quand même à se rapprocher de plus en plus. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Rhiannon, et c'est bien. Et donc, si on regarde l'école anglo-saxonne, il y a cette approche très subtile, très diffusion, massage, où moi j'ai été absolument épatée les premières rencontres Botanica où j'ai vu comment les huiles essentielles étaient utilisées dans le monde anglo-saxon. Comme quoi ça faisait partie, c'était normal dans un centre anticancéreux, par exemple à Belfast, qu'il y ait de l'hypnose, de l'aromathérapie. Peut-être que c'est Rhiannon finalement qui m'a donné cette idée il y a très longtemps, en regardant ce qui se faisait dans le monde anglo-saxon. En France, on a une approche extrêmement allopathique de l'aromathérapie. On a une cystite, on va être très, on dit pondéral, c'est-à-dire qu'on va donner tant de milligrammes ou tant de grammes pour soigner la cystite. C'est très médecin, en fait, je dirais. Et puis, je vais vous répondre justement en vous disant qu'il y a 2 approches aussi dans le monde médical. Vous avez l'approche subtile qui est l'approche d'une infirmière, d'un kinésithérapeute. Une infirmière, elle est là pour prendre soin. Elle est là pour que son malade, il dorme, il ne se relève pas 10 fois par nuit, il souffre moins. Et l'approche plus médicale, le médecin, lui, il veut soigner, il veut guérir, quelle que soit la douleur, quelle que soit, enfin j'exagère, hein, évidemment, je fais ça. Donc, dans l'aromathérapie en elle-même, on a ces 2 approches. On a l'approche pharmacologique. Voilà, on sait que le linalol de la lavande officinale se fixe sur les récepteurs à l'adénosine 2 et c'est les récepteurs aux benzodiazépines qui sont les relaxants, les tranquillisants. Voilà, ça c'est de la pharmaco pure et dure. Donc, on l'a expliqué. Par contre, on sait aussi que quelqu'un qui déteste l'odeur de lavande, bien que la pharmaco soit efficace, eh bien, ça ne marche pas, voire même ça l'empêche de dormir. Donc ça, c'est l'aspect le plus subtil aussi, où on explique dans le livre, alors on n'est pas rentré dans l'holistique, c'est-à-dire dans justement ce que vous mettez en valeur dans le monde anglo-saxon, mais c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire sentir, il faut toujours que la personne adhère à une odeur, parce que si elle a eu justement un blocage psychologique, si lors d'un examen de première année de médecine, ils les ont collés et que la personne a loupé son concours parce qu'il y avait une odeur de lavande dans la salle, cette personne, toute sa vie, ressentira cette odeur de lavande et ça lui donnera des palpitations cardiaques, ça l'empêchera de dormir. Donc on s'aperçoit finalement, je vais vraiment du côté du monde anglo-saxon, que l'approche soi-disant subtile avec ce système olfactif qui a fait quand même l'objet d'un prix Nobel de physiologie médecine en 2004, elle est presque plus efficace que la pharmacologie en elle-même. Et on ne peut pas l'enlever, parce que si on désodorise une huile essentielle pour plus qu'elle sente, elle ne marche plus. Donc on a essayé de mettre les 2, même si on n'a pas expliqué le côté plus holistique, mais on sait que plus une odeur est subliminale, c'est-à-dire moins on la sent. Si on fait sentir une odeur de pizza dans une salle d'attente, à des gens qui font un régime, ils vont manger 3 fois plus de pizza que d'habitude. Donc, et en même temps, on n'aura pas, nous, senti au niveau de notre nez. Donc oui, cette approche, on l'a prise en compte parce qu'elle est essentielle. Voilà, j'espère que j'ai répondu ou je te laisse compléter, Laurent. Non, je crois que tu as tout dit. Hein. Est-ce que intervenir? J'ai tellement de choses en tête en même temps que je vous écoute. Est-ce que on va revenir avec Mayra tout à l'heure parce que je voulais. Mayra, au Brésil, elle a traduit plusieurs livres de l'aromathérapie francophone. Écoutez, on va faire la parenthèse tout de suite. Est-ce que c'est un projet que le livre soit traduit dans d'autres langues, par exemple l'anglais, ou il y aurait une ouverture à ce que le livre soit traduit au Brésil, peut-être même par Mayra, en portugais? Est-ce que ça a été négocié déjà? Est-ce que c'est déjà dans l'air? Alors, c'est une question que j'avais déjà posée à l'éditeur qui n'a pas forcément de relais éditoriaux. Il va y avoir des gens comme toi, Gilbert, mais pas de relais éditoriaux donc, jusqu'à présent. Et on parlait de cuisine, Mayra fait de la cuisine. Moi, j'ai sorti un livre cuisine auto-édité qui est bilingue
et justement l'éditeur ne l'a pas accepté parce qu'il est bilingue et parce qu'ils n'ont pas le réseau suffisant de vente dans le monde anglo-saxon. Donc moi je vous lance l'idée, s'il est traduit ce serait génial, en portugais aussi, d'autant plus que je suis des équipes de sport portugaises, donc ce serait top. Mais si vous avez les réseaux, et peut-être que Sonia les a aussi, je pense que ce serait une bonne idée. Oui, oui, d'accord. Je parle avec mon éditeur parce que je suis seulement la traductrice. Parfait. Je parle avec mon éditeur. Ouais, c'est Fabien Laszlo du groupe Laszlo. Je vais mettre On a déjà traduit Baudou, Daniel Festi, Anne-Laure, etc. Oui. Parfait. Oui. Alors, je sais que le guide survivant est traduit en taïwanais, mais bon, ça ne va pas nous avancer à grand-chose. Tout son temps. J'ai mis le lien de les livres chez Laszlo. Bon, donc c'était la parenthèse parce que il y a un travail extraordinaire qui se fait au Brésil avec, j'ai la misère à dire son nom, M. Laszlo, et de traduction de livres, vraiment de beaucoup de livres francophones qui sont traduits en portugais. Génial. Merci à vous. Donc, il y a vraiment une ouverture là-bas. Justement, je pense aussi à cette aromathérapie-là francophone. Donc, c'était la parenthèse. Est-ce que ce genre de livre, cette approche-là, existait déjà ou c'est vraiment pas mal nouveau comme sujet? Parce que moi, j'ai pas mal de livres ici, puis cette approche-là, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis, j'allais dire, c'est vraiment centré beaucoup sur l'auto-hypnose et la méditation. On en voit parfois sur la méditation, mais là, cette approche-là, est-ce que c'est quand même nouveau ou ça existait déjà? Je commence à répondre et je laisserai Laurent finir. On avait Daniel Festi qui avait écrit Aromapsy, mais très comptoir d'officine en fait. Donc c'était vraiment une approche pas du tout psychologue en fait, mais voilà, à l'officine, quelqu'un a un trouble du sommeil, qu'est-ce que je donne? Donc on n'avait jamais été aussi loin là-dessus. Et surtout, c'est quelque part ce qu'on disait, c'est que comme on est tous les deux aussi hypnothérapeute en cabinet et qu'on propose aussi à nos patients des méditations, je pense qu'il n'y avait pas de clinicien finalement ou de thérapeute qui avait fait ça jusqu'à présent. En tout cas, pas en langue française. Je crois, Laurent, hein, si tu me le confirmes. Oui, je confirme. Et puis, alors, je ne sais pas comment c'est au Québec parce que ça doit être certainement un peu différent. Mais nous, on a en France un problème qui est la répartition de la culture scientifique. Et en France, la pharmacie, ça appartient aux sciences dures. C'est du côté de la médecine, de la biologie. Et la psychologie, même la psychologie clinique, elle est classée du côté des sciences humaines. Et donc, je vais le dire comme ça parce qu'on en a discuté avec Françoise et c'est comme ça la réalité. Des professionnels comme Françoise et moi, c'est-à-dire un docteur en pharmacie et un docteur en psychologie, n'ont normalement rien à faire ensemble. Ils ne sont pas prévus pour travailler ensemble, ils ne sont pas prévus pour se comprendre, pour parler le même langage. Et là, on a fait quelque chose d'incroyable parce que ce que disait Françoise avant, des livres sur les huiles essentielles pour la sphère psychologique, il y a eu des pharmaciens qui en ont écrit, mais pas dans ce binôme-là d'écriture. Et ça c'est vraiment Françoise parce que elle s'associe, elle le fait avec d'autres spécialistes. Quand elle fait un livre sur le sport, elle l'écrit avec un sportif, etc. Donc ça, c'est vraiment je dois dire, ça c'est vraiment un trait de ta personnalité professionnelle, François, c'est de vouloir travailler avec des spécialistes et d'imposer ça à la maison d'édition aussi, ce qui n'est pas simple. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai. Donc je réponds à Gilbert. Tu as raison. C'est pas une impression. C'est vrai. Ça n'existe pas. Donc moi, je suis très fier de ça parce que ça prouve que
des professionnels de santé qui ne sont pas prévus pour travailler ensemble peuvent tout à fait le faire. Et c'est grâce à l'aromathérapie qui nous relie, qui nous fait avoir des buts communs. Et voilà, merci les huiles essentielles. Moi, je dirais que pour écrire un livre, je souhaite déjà, si je ne vais pas écrire un livre qui existe déjà, ça ne sert à rien. L'idée, c'est pas du tout mon nom, la gloire des gens, etc. C'est vraiment apporter quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà, le livre sport, c'est avec un kiné d'équipe de France, de sport, etc. Le livre de psychologie, c'est ce que je vous disais, je ne me voyais pas écrire ce genre de choses sans l'apport d'un psychologue. Et c'est pareil, c'est que au niveau des études, par exemple, on cite des études, donc pour répondre aussi à ta question, Gilbert, on a cité des études sur certaines huiles, on les a classées parce qu'on sait que certaines sont efficaces comme la rose, mais aller trouver des études sur la rose, vu le prix, c'est compliqué. Et donc, là aussi, on a trié les études. Déjà, on n'aime pas trop les études sur les animaux parce que d'abord, un animal ne réagit pas tout à fait pareil. Je vais reprendre l'exemple parce qu'on s'est un peu frité avec l'éditeur là-dessus. On a enlevé certaines études et on n'a pas voulu en parler, notamment sur le nard, sur des études antidépressives parce que, imaginez l'étude horrible où on prend le rat par la queue, on le plonge dans l'eau, on le noie presque, on le ressort et on regarde si d'un côté on met du nard, de l'autre on n'en met pas, s'il est moins dépressif. Forcément, un rat qui a failli être noyé, il est quand même pas bien. Nous, des études comme ça ne nous parle pas. Ça ne correspond pas du tout à nous, ce qu'on peut avoir besoin en tant qu'humain. Enfin, on ne nous plonge pas par les jambes dans l'eau, puis on regarde comment on est, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Oui, écoute, il y a Pascal qui demande la permission d'intervenir. Bien sûr, Pascal, et vous pouvez tous et toutes intervenir en tout temps. Même activer votre micro, puis quand il y a un moment, allez-y. On est là pour vous. La main, mais Pascal, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc moi, pour me présenter brièvement, pour que vous compreniez mon intervention, donc moi je suis profession paramédicale, je suis orthophoniste, j'ai une approche plutôt globale de mes patients et en fait j'introduis de plus en plus l'aromathérapie j'appelle relaxation pour pas faire fuir mes patients, olfactive. J'ai une formation aroma scientifique de base que je continue à peaufiner. Et puis, j'ai toute une formation que je continue à peaufiner aussi en aromathérapie plus énergétique, psycho-émotionnelle. Et en fait, ce que je ressens, c'est que bon, je travaille dans un pôle de santé, je suis entourée d'une vingtaine d'infirmiers, 5-6 médecins, enfin bon, voilà, bref. Et pour l'instant, j'ai l'impression que je dois avancer à pas feutrés sur la pointe des pieds parce que voilà, j'essaye de me blinder d'études, de trucs, de références pour pouvoir dire non, c'est pas, je suis pas en train de, voilà. Et alors, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est très très drôle. Êtes-vous en France ou au Québec? Je suis en France. En France. Ça ne m'étonne pas donc. Et oui, c'est très. Donc, du coup, je veux blinder le côté scientifique pour pouvoir dire aux médecins voilà. Mais je sais qu'avec mes patients, je ne vais absolument pas utiliser le côté physique. Moi, je vais plus dans l'informationnel. Et alors, vendredi, donc j'ai une jeune patiente qui est psychologue, psychothérapeute, qui vient me voir parce qu'elle est bègue. Donc, je m'occupe aussi des bègues. Et dans cette pathologie, il y a des choses qui sont très bon, enfin, qui remontent à des choses très très profondes. Voilà, avant l'apparition du langage et des choses comme ça. Et en fait, moi, je vois pas comment je peux. Enfin, j'ai déjà expérimenté sur différents enfants. Je suis en plus formée au bégaiement par plein de gens qui sont très connus en France. Et en fait, je me suis dit, cette dame-là, j'ai envie de lui présenter de la relaxation, puisque je veux faire ça aux personnes bègues, et avec des huiles essentielles. Et bien, en fait, comme elle était psychologue, j'ai mis vachement de temps à m'autoriser à lui proposer ça en séance parce que j'ai eu peur de sa réaction. Et je me suis dit, bon, alors on s'est vu déjà une dizaine de séances, elle a beaucoup avancé dans voilà, la signification de son bégaiement, qu'est-ce que c'est que prendre la parole, s'autoriser, prendre sa place.
Et quand j'ai senti que c'était mûr, je lui ai dit, ben, comme j'aimerais bien faire de la relaxation avec elle et ajouter les huiles essentielles. Et en fait, ça a été génial, mais vraiment génial. Bon, après, je lui ai dit sur quelle dimension on pouvait travailler. Et je me suis dit, il y a toutes ces barrières qui nous sont mises. Bon, après, il y a les barrières qu'on se met, mais aussi parce que, enfin voilà, se trouver légitime quand on est professionnel de santé paramédicale, c'est vraiment difficile. Moi, je rêve de créer une formation spéciale orthophoniste pour ça, hein, parce que quand je vois les résultats que j'ai avec des patients avec qui je fais du travail de relaxation accompagnés, soit des enfants ou des adultes, par des relaxations et de l'olfaction, c'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, des fois, ça apporte, c'est le truc qui fait que ça y est, ça avance, quoi. Donc voilà. Justement, je crois que vous avez raison, hein, effectivement, Pascal. Moi, j'ai eu la chance de former des orthophonistes à l'île de la Réunion. Alors, c'est en France aussi, mais loin. Un peu loin. Voilà, dans l'océan Indien. Et on a formé aussi des ergothérapeutes. Et en fait, ça peut aider à la motivation. Ça peut aider le laurier noble, on peut les citer, pour la mémoire aussi. Quelqu'un qui a un AVC que vous allez rééduquer, c'est hyper important. Et je vais vous donner un bel espoir. On a, Laurent, je crois que tu la connais aussi, on a formé un chirurgien pédiatrique plastique qui s'appelle le docteur Anne Moreau. Elle exerce aussi à La Réunion, d'ailleurs, c'est rigolo. Et elle part faire de l'humanitaire à Madagascar. Son association s'appelle Tiki Run, je vous le dis parce qu'il faut les aider. Donc, ils sont deux équipes avec donc 2 médecins pédiatriques plastiques. Elle est spécialisée dans les fentes palatines, donc c'est là où ça vous concerne. Et elle disait, mais moi, je veux bien les réparer, les fentes palatines. Mais il faut aussi qu'il y ait un orthophoniste derrière pour pouvoir rééduquer le langage. Hein, lorsque vous avez le palais qui est ouvert, les fentes palatines, c'est les becs de lièvre. Indispensable, oui. Voilà. Et ben oui, mais c'est pas ce qui se faisait. Et il y avait justement l'association Smile américaine qui venait, qui réparait la lèvre, surtout comme ça sur les photos, ben, ça faisait un joli smile, mais dessous c'était pas réparé. Donc elle était obligée de tout défaire pour tout refaire. Et elle amène maintenant une orthophoniste qui s'est formée en aroma. Et justement, elle motive les enfants. Donc elles leur font respirer du romarin à cinéole, par exemple, pour bien se concentrer. Pour les bègues aussi, ça peut être bien. Et puis ben, vous avez des huiles comme la lavande qui concentre, qui relaxe. Elle met des agrumes et puis elle s'en sert aussi des huiles pour les pansements quand ils font mal. Comme ça, elle les détourne de la douleur. Hein, c'est très utilisé dans ce domaine aussi. Ça, c'est très hypnotique, en fait, une odeur. Pour détourner de la douleur, on l'emmène ailleurs au niveau de l'esprit. Donc, vous, c'est pareil pour bien concentrer. Donc, c'est une super idée, Pascal, bravo. Mais je vous rassure, quand moi j'ai fait pharmacie pour travailler dans les plantes, dès le départ, on m'a pris pour une folle. Maintenant, les mêmes m'appellent ou me disent « Ah, waouh, hein, mais il en faut du temps. » Je nous considère encore dans une jungle, mais tous, hein, avec nos coupes là. Alors, justement, on a quelqu'un du Brésil, hein, mais il ne faut pas… D'un côté, on a les gens qui brûlent l'Amazonie et l'allopathie et les big pharma qui avancent. Et puis de l'autre côté, on essaye de se frayer un chemin en toute sécurité avec tous les détracteurs, tous ceux qui… c'est pas forcément évident. Mais c'est cette communauté, et merci Gilbert de ça aussi, cette communauté d'être ensemble et qui fait qu'on va avancer et de réunir aussi nos compétences à tous, psychologues, orthophonistes, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Ce qui m'a donné espoir, c'est qu'actuellement, j'ai une stagiaire, donc une toute jeune qui est en école d'orthophonie, elle est en 3e année, donc c'est 5 années d'études, les orthophonistes en France. Elle est en 3e année, donc elle commence les stages, et quand je lui ai dit que j'utilisais, elle était mais ravie, et alors elle en a parlé à ses copines qui sont à l'école d'orthophonie de Caen en disant, et en fait, il y en a qui… ça les intéresse. Alors je me dis, si on a la chance que la génération qui est là, les tout jeunes, là, se mettent à s'ouvrir un peu plus. Bon, parce que les orthophonistes de mon âge, il y en a quand même plein, elles ne sont pas très, très open quand même, hein, faut dire ce qui est. Et je me dis, peut-être les jeunes, ils vont…
voilà, ils vont s'ouvrir à des choses. Et... C'est par le monde médical qu'on y arrivera. Si le médecin c'est de plus en plus des femmes aussi, les médecins, donc elles sont plus ouvertes parce que regardons combien vous êtes d'hommes, Gilbert, aujourd'hui. Hein, c'est très féminin l'aroma, mais quand un homme se met à l'aroma, il est à fond. Hein, c'est le cas de Gilbert, c'est le cas de Laurent, puis je ne sais pas s'il y a d'autres garçons. Il y a Benjamin qui est là aussi, mais je ne me souviens pas l'avoir oui. déjà rencontré. Peut-être qu'on pourra faire connaissance aussi. Écoutez, il y a Maïra qui voulait ajouter quelque chose. Je te laisse la parole. Oui, merci. Bon, ici, il y a un livre au Brésil qui fait beaucoup de succès, c'est Vibrational Healing de Deborah Edson. Ce livre a une traduction en français, c'est la guérison vibratoire. Donc, ce que je veux savoir, c'est si ce type d'approche, c'est plutôt une aromathérapie vibratoire. Qu'est-ce que vous pensez là? Parce qu'ici au Brésil, quand on parle de psycho-aromathérapie, aromapsy, c'est surtout aromathérapie vibrationnelle. Je vais reprendre ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. Si jamais on parle comme ça en France, alors là, on se fait cuire sur un bûcher, en fait, comme des sorciers. Donc malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément aborder, même si effectivement ça existe. Moi, j'essaye d'en parler par petites touches de ce genre de choses. Par contre, je l'ai, hein, le livre, je l'ai juste en face de moi. Ce sera complémentaire, hein, effectivement, Maïra. Nous, on est resté sur ce côté médical parce qu'en France, Pascal l'expliquait très bien, il faut qu'on respecte ce process-là. Et après, une fois qu'ils sont ouverts, une fois qu'on leur a ouvert un peu l'esprit, c'est le plus dur, c'est de casser la porte, eh bien, on y arrive. Mais vous avez cette chance dans le monde, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou ici au Brésil, d'avoir cette ouverture-là que pour l'instant, en France, on n'a pas. Donc, nous, on l'a. Hein, donc, sachez que dans notre tête, dans nos cœurs, on l'a. Mais on a essayé malheureusement de rester un peu plus... carré selon les normes françaises, on va dire, par rapport à ça. Cela dit, ça vous aidera aussi, comme le disait Pascal, si on arrive avec une étude, c'est ce qu'on a essayé de vous donner aussi de manière très simple, on va ouvrir une porte. Derrière, après, vous pourrez y aller, puis savoir qu'il y a cette énergie vibratoire, savoir qu'il y a tout ça, c'est extraordinaire. L'autre jour, j'avais une dame que je rencontrais qui est magnétiseuse en France. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais ou dans le monde anglo-saxon. Je lui ai dit, mais vous n'avez rien besoin d'apprendre, vous sentez. Puis elle me dit, ah, celle-ci, voilà, elle s'est trompée sur rien, quoi. Donc, elle me dit, celle-ci, elle monte jusqu'à mon épaule. Voilà. Et elle était très surprise à l'inverse que moi, venant du monde plus médical, je sois ouverte à ça. Donc, on l'est tous les deux. On n'a pas pu pour l'instant, mais ça, ce sera peut-être une ouverture que vous pourrez nous faire dans vos traductions. Et à propos de la doctrine des assignatures, qu'est-ce que vous pensez? J'ai pas compris. Doctrine des assignatures, comment on dit ça? Signature doctrine. Yes, signature doctrine, yeah. De Paracels. Alors, oui. Non, alors c'est très peu travaillé en France. Néanmoins, moi, j'essaye au moins de l'introduire un tout petit peu en disant, et c'est ce qu'évoquait Muriel tout à l'heure, finalement, avoir une racine, hein, la fonction d'une huile essentielle d'une racine n'est pas la même que dans une fleur. Donc, forcément, si on transpose sur le soin, eh ben, on a aussi cette approche-là. Hein, l'aspect aphrodisiaque d'une fleur, parce que l'huile essentielle va être fabriquée pour attirer les insectes pollinisateurs, on va s'en servir aussi. L'aspect beaucoup plus profond pour travailler des traumatismes sur un patchouli ou une racine de vétiver, il est très intéressant aussi. Donc, ramener simplement, Muriel l'évoquait, à la botanique de pourquoi finalement cette essence a été fabriquée par la plante. Elle ne la fabrique pas pour nous, elle la fabrique pour séduire, ou enfin séduire entre guillemets, elle la fabrique pour ne pas transpirer, hein, puisque lâcher son huile essentielle, c'est fermer les stomates, donc éviter de perdre son eau. Hein, si on va dans des garrigues là, en Provence et tout ça, quand il fait très chaud, ça sent très fort la lavande ou le thym. Hein, donc les huiles essentielles s'échappent pour garder l'hydratation de la plante, ou à l'inverse, une racine, ça va être justement pour mieux s'ancrer dans la terre, hein, pour créer des racines avec les autres espèces botaniques. Donc, il y a une vraie relation, où ça va être aussi pour chasser les rongeurs qui viennent manger la racine. Donc, finalement, si on regarde d'un côté psychologique, c'est très parlant aussi. Voilà, je vous l'explique de manière française, hein, mais finalement, dans l'holistique, ça se retrouve.
Je te laisse compléter, Laurent. Bon, non, je suis d'accord avec toi. Et nous, on a cette ouverture, Maëva. Il y a pas de, je crois pas qu'il y a. Mais le problème, c'est que sur l'aromathérapie, comme sur beaucoup de choses en France, on est obligé d'avoir une position officielle et une position officieuse. Et pour promouvoir le livre, il fallait qu'on reste dans les clous scientifiques parce que on voulait pas avoir fait tout ce travail pour qu'il ne puisse pas être utilisé en milieu institutionnel, qu'il ne puisse pas être pris comme référence parmi les références. Et donc, il fallait qu'on reste sur une position officielle, c'est-à-dire bien dans les clous de la pharmacologie. Mais moi, je suis aussi très ouvert à. Je ne peux pas ne pas être ouvert à tout l'aspect vibratoire des huiles essentielles dans la mesure où, en consultation privée, on voit qu'il se passe beaucoup de choses avec l'aromathérapie, des choses qui ne peuvent pas toujours s'expliquer. Et ça, c'est aussi l'un des charmes de l'aromathérapie, c'est qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et quand on veut être un bon aromathérapeute, je crois qu'il faut accepter les deux. Après, il faut regarder l'Antiquité, l'encens qui est utilisé par toutes les religions du monde. Et puis, je crois qu'on, sans le faire exprès, je parlais du docteur Christophe André, on a finalement adopté la même démarche que lui, qui est resté très médical au départ pour l'introduire en psychologie et en psychiatrie. Et puis maintenant, il peut se permettre justement d'ouvrir à ça, parce que nous, on est plus englués en fait en France par rapport à vous. Ça, c'est sûr. Mais on est tous d'accord, je crois. C'est ça qui est chouette, c'est ce rapprochement qu'on est en train de faire tous. Merci Gilbert aussi pour ça. Merci. Bon, alors, en gros, quand je vais présenter mes projets et tout, je peux citer votre bouquin comme référence. Hein. Oui, on n'a pas parlé de vibratoire et tout ça, ou si vous avez un médecin qui tombe là-dessus, direct, il jette le bouquin à la poubelle en France. Hein. Maïra, on en est là. C'est ça le problème, en fait, chez nous. Hein. Donc là, on compte sur vous pour nous l'ouvrir dans la traduction. Mais oui, nous, on est connus pour étant très, très carrés là-dessus. Donc, n'empêche qu'on a ça dans notre tête. Et là, on vous l'avoue aujourd'hui. Et dans votre cœur aussi. J'aimerais, avant on n'a pas de limite de temps, mais pour éventuellement conclure, j'aimerais qu'on revienne au livre de façon concrète sur 2 ou 3 points. Entre autres, vous parlez, il y a une trentaine d'huiles essentielles qui sont utilisées. Et j'aimerais ça que vous nous parliez de cette catégorisation des 3 catégories que vous avez mis dans le livre pour commencer. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on parle des différentes sections du livre, puis l'approche, l'hypnose, la méditation, quand l'hypnose ou la méditation sont utilisées pour quel type de... Concrètement, là, comment on utilise le livre, puis en quoi il peut aider les gens, parce que voilà. Donc, on commence avec les catégories d'huile. Oui, si j'explique, Laurent, puis tu expliqueras la deuxième partie. Je vais juste raconter une anecdote sur les choix et justement ce qu'expliquait Laurent de comment on a écrit ensemble. Ça, vous le garderez pour vous, comme sur live sur Facebook, tout le monde le saura. J'ai écrit l'hypnose olfactive pour mincir. Et j'envoie le texte à Laurent. Et puis j'avais mis, enfin vous verrez, c'est un arbre où il y a un animal qui rentre dans l'arbre et puis il mange tellement de noisettes qu'il grossit, il ne peut plus sortir. Sauf que moi j'avais mis l'animal, j'avais mis que c'était un blaireau. Et un couple de blaireaux. Et puis là, Laurent il me dit, est-ce que tu crois vraiment qu'une femme qui veut mincir, elle va s'assimiler à un blaireau? Alors je fais, ah oui, j'y avais pas pensé. Donc, enfin, vous voyez, donc ça a été vraiment un échange où on a aussi beaucoup ri entre nous. Je vous ai dit, bon, enfin, je crois que c'est notre qualité aussi. On n'a pas un ego comme ça surdimensionné où on n'accepte pas la critique. Et justement, ça nous a fait beaucoup rire. Je fais, ah oui, j'y avais pas pensé. Ben oui, un blaireau. Moi, je m'assimile pas à un blaireau qui rentre dans un arbre et qui grossit. Voilà. Donc un écureuil, c'est déjà plus sympa. Okay. Donc voilà. Mais vous voyez, tout a été discuté entre nous, absolument tout. Hein, on a vraiment, c'est vraiment la première fois du 50-50. Alors, sur cette partie, Gilbert,
J'ai dirigé une thèse d'un étudiant qui s'appelle Jacques Marchand à Metz. Cet étudiant a eu l'idée, alors c'était une thèse pour le moins classique sur les troubles du sommeil et l'anxiété traitée par l'aromathérapie pour l'université de Nancy. Et cet étudiant a eu l'idée de classer les huiles essentielles autrement, justement en indice, donc c'est ce que tu disais, en incontournables, complémentaires et spécifiques. Et il a eu une très 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 bonne note, on lui a attribué une très bonne note. Alors je l'ai beaucoup suivi, c'était quelqu'un d'assez obsessionnel et angoissé, c'est assez rigolo d'ailleurs, qu'il fasse une thèse pour la relaxation, on va dire, comme par hasard. Et la thèse a tellement plu qu'elle a eu, et moi j'ai jamais connu ça, elle a eu 2 prix de thèse, le prix Jean-Marie Pelt, qui était un grand botaniste en France à Nancy, un grand prof. Donc je ne sais combien il a touché, mais c'est énorme, hein, c'est très rare que les gens obtiennent ce prix sur l'université de Nancy. Et il a eu le prix des laboratoires Velleda. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, hein, c'est une marque franco-suisse allemande. Et donc eux aussi, hein, ils ne donnent pas à n'importe qui. Et donc moi j'ai dit, mais c'est génial comme classification. Puis je l'avais beaucoup aidé dans cette thèse. Quand je dirige une thèse, j'aide mes étudiants beaucoup. Et du coup, on en a discuté avec lui et on l'a fait à 3, hein, cette fois-ci avec lui et nous 2, avec Laurent. Donc, vous avez effectivement les incontournables qui sont des huiles qu'on trouve partout, qui sont abordables au niveau prix et qui sont très documentées. Donc, par exemple, Pascal, les premières, vous allez piocher là-dedans, il y a plein d'études, la lavande, etc., etc. Donc, celles-ci, elles sont faciles. Ensuite, il y a les complémentaires, celles qui sont un peu moins trouvables, un peu plus chères ou un peu moins documentées. C'est où, hein, bon, du style la bergamote ou la camomille matricaire qui est plus chère, par exemple, la camomille noble, par exemple. Et enfin, les spécifiques qui, quand on rentre vraiment dans le dur, là aussi, elles vibrent plus, pour répondre à la question de Mayra tout à l'heure. Hein, ça, on ne l'a pas mis, mais moi, je vous le dis. Elles ne sont pas forcément étudiées, elles sont très, très chères. Le jasmin, la rose de Damas, le don du Groenland, l'angélique, ou encore peu documenté, même si on sait pour beaucoup d'entre nous que c'est très efficace de faire diffuser de la rose ou des choses comme ça. Alors, on a utilisé d'autres huiles, style le bois de Siam ou quoi, parce qu'on ne pouvait pas tout décrire. Pour info, on a explosé le nombre de pages pour cette collection. C'est le livre le plus gros de la collection et on a été obligé de se limiter aussi sur certaines pathologies. Donc, effectivement, on a classé différemment. On n'a pas mis par ordre. Alors, elles sont par ordre alphabétique, mais vous avez des couleurs. Donc, le vert pour les incontournables, le orange marron pour les complémentaires et le rouge pour les spécifiques. Et on a mis aussi le prix, parce que ça, c'est important aussi. Hein, si Laurent fait une prescription avec rose, jasmin et frangipanier, sur 10 millilitres, enfin, la personne, elle en a pour 200 €, quoi. Donc, ce sera énorme. Je me permets une parenthèse. Vous avez inclus des troubles reliés au confinement ou à ce qu'on a vécu la dernière année. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais aller voir. Et puis là, la surprise, c'est que l'huile essentielle de maniguette, l'huile essentielle de magnolia et l'huile essentielle de frangipani, je l'ai mal écrit, je n'arrive pas à me relire, mais j'ai toutes les huiles ici dans ma boutique, puis c'est là, je les ai pas, peut-être. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont choisi des huiles aussi rares ou chères? J'imagine qu'ils sont dans la 3e catégorie. Pour quelque chose que tout le monde, qui a touché tout le monde sur la planète. On a mis la pruche aussi de mémoire, ça tu as peut-être. Mais je te laisse expliquer, Laurent, peut-être pourquoi ce choix. Oui, non, mais tu as raison de poser la question, Gilbert. Effectivement, ce sont des spécifiques, hein, comme l'a dit Françoise avant, des huiles essentielles spécifiques, donc en flacon, en couleur, code couleur rouge, rose, là. Hein, ce sont des huiles essentielles pour lesquelles il n'y a pas encore beaucoup ou pas du tout d'études scientifiques appliquées à la psychologie ou la psychiatrie. Hein. Voilà, c'est études spécifiques appliquées à psychologie et psychiatrie. Donc, comme a dit Françoise, ça ne veut pas du tout dire que c'est pas efficace, mais c'est pas très publié et en général, le facteur de publication est très lié au facteur du coût de l'huile essentielle. Plus elle est chère, moins on fait d'études dessus parce qu'il faut en sacrifier beaucoup. Enfin bon, bref. Donc,
Alors, le point commun des 3 huiles essentielles que tu viens de citer, c'est que ce sont des huiles qui sont exotiques au niveau des fragrances aromatiques. Elles font voyager. Le Je frangipanier. crois qu'on l'a dit ensemble, François. Tu te crois à Tahiti, en fait, quand tu sens ça. C'était l'idée aussi de citer autre chose. Ça fait complètement voyager, c'est-à-dire on a réfléchi à comment sortir de chez soi autrement que physiquement quand on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, je ne veux pas être... mais le problème, c'est qu'il faut les trouver si on veut s'en sortir. Il faut déjà se les procurer. Oui, mais tu as raison, c'est une critique tout à fait recevable. Et en plus, elles sont pas données. Hein. Mais de toute façon, il ne faut pas le prendre comme une critique. J'ai soulevé parce que j'ai trouvé ça amusant. Non, mais c'est envie de les découvrir. Juste... Non, mais elles sont chères. Hein, le frangipanier est cher. La maniguette aussi, mais ce sont des fragrances aromatiques que notre nez n'a pas du tout l'habitude de sentir. Donc, les chances pour que la personne se mette à voyager olfactivement en les respirant sont très élevées. Et donc, on a fait le pari quand même que... Mais je crois, tu as raison, il faut, pour être complet, proposer aussi à côté de ça des huiles essentielles qui peuvent nous faire voyager ou des synergies aromatiques qui permettent de voyager par l'esprit. Et là, on peut le faire. Hein. On peut faire des magnifiques mélanges avec des huiles essentielles tout à fait courantes par chez nous. On peut donner des exemples. Je suis en train de regarder si on a vraiment mis que ça en même temps. Alors moi, je vais expliquer. Tu n'as rien vu d'autre, hein, on n'a pas. J'ai noté ça, mais je ne veux pas. C'est pas. Si. Alors moi, je vais vous expliquer aussi à circonstances exceptionnelles, parce que le confinement peut entraîner une dépression, une anxiété, des angoisses. Donc ça, c'était déjà traité. Et en fait, à circonstances exceptionnelles, on a mis des huiles exceptionnelles. Voilà notre démarche. Au contraire, c'est hyper pertinent ce que tu dis, Gilbert. Et des huiles que justement, peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas encore, pour les découvrir et pour faire marcher notre cerveau. Parce que finalement, le cerveau, il n'existe chez nous que pour être en mouvement. Et ce confinement nous a tous freinés. Donc, c'est aussi stimuler notre cerveau à sortir de nous-mêmes, à découvrir. Ça te fait sortir de ta zone de confort aussi. Oui, Muriel m'a rappelé que chez Astéral, ils ont la maniguette et j'en ai ici à vendre, à moins que je sois en rupture de stock. Donc, c'est possible de les trouver ici aussi au Québec. Bien sûr. Mais je pense que tout le monde, il y a plein d'odeurs qu'on n'a pas encore senties. C'était fait exprès. On a toujours les mêmes huiles, alors de découvrir d'autres huiles, Voilà. Ça peut être... Mais Laurence, vous pouvez remplacer, on a une question de Laurence, vous pouvez remplacer par des huiles plus simples, mais souvent que vous connaissez. C'est ça, c'est l'idée, aller en dehors de votre zone de confort et sentir des choses que vous ne connaissez pas. Mais si c'est de la bergamote parce que vous n'avez jamais senti, ça va bien aussi. En fait, l'idée, c'est vraiment... C'était de sortir de cette zone-là. Comme on va le dire à l'hôpital, moi, sentir des huiles essentielles, ça me fait sortir de ces murs blancs de l'hôpital, ça fait voyager. L'idée, c'était vraiment de voyager. Bon, ben ça explique tout à fait le choix. Oui, et si vraiment on ne trouve pas ces huiles-là ou qu'elles sont vraiment inapportables, on peut tout à fait faire l'exercice avec de la pruche, Tsuga canadensis. On peut faire l'exercice avec du sapin de Sibérie ou du sapin blanc aussi. Là, c'est déjà un petit peu plus facile à trouver. Je pense que tu seras d'accord, François, certainement. Si tu veux rajouter autre chose. Mais pour la question de Gilbert est vraiment pertinente. C'est vrai qu'il faut aussi prévoir des choses faciles, plus simples à trouver. Hein. Mais c'est parce que ça m'a juste surpris sur le moment et j'ai trouvé ça amusant. Mais je comprends très bien l'idée. Alors, justement, tu vois, le problème d'un livre, vous voyez d'ailleurs à tous, le problème d'un livre, c'est qu'on ne peut pas vous expliquer notre démarche. Et notre démarche ici, elle est très hypnotique. En tant qu'hypnothérapeute, on va forcer les gens à aller en dehors de leur zone de confort et à aller chercher autre chose.
en fait. Mais on ne l'écrit pas. Enfin, là, on vous l'explique, mais d'habitude, on ne l'écrit pas. Et malheureusement, on ne peut pas écrire dans un livre, on ne peut pas expliquer dans un livre toute la démarche. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, c'est ça qui est difficile à écrire, c'est comme le petit poussé, mettre les petits cailloux pour se retrouver, sans forcément expliquer tout. Pour revenir à ma question initiale tout à l'heure, qui était en 2 volets, donc chaque trouble est approché avec une option d'auto-hypnose et de méditation. Pouvez-vous prendre un exemple et une solution que vous apportez dans le livre au hasard, ou juste comme vous donner un peu l'idée du fonctionnement, votre approche dans ce livre-là? Je laisse Laurent le lire et le faire. Je voulais juste dire qu'on a aussi des témoignages de soignants tout au long du livre. Alors, moi, j'ai mis plein d'anecdotes, Laurent aussi. On a mis des citations, on a mis des musiques Oui, il y a aussi. des citations aussi tout au long. Voilà. Et on a des soignants qui ont témoigné, que ce soit une pharmacienne de Polynésie, le docteur Moreau que je citais tout à l'heure, des infirmiers en psychiatrie, etc. etc. Donc, des gens qui utilisent au quotidien des huiles essentielles, en France en tout cas. Je te laisse nous trouver un exemple, Laurent, parce qu'il sait mieux lire que moi pour ça. Moi, il m'emmène en hypnose à chaque fois. Donc, bon. Et juste avant, Laurent, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? On parle d'auto-hypnose et tout. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que supposons qu'on a un état un peu dépressif et puis là, il faut se lancer dans l'auto-hypnose. C'est pas un peu. Est-ce que ça peut être décourageant de dire je ne vais pas y arriver, ou ça reste accessible et faisable pour monsieur, madame, tout le monde? Alors, l'état hypnotique, c'est un état qui est physiologique naturel. Donc ça, les gens ne le savent pas, hein, mais l'état hypnotique, c'est un état qui est situé du point de vue neurologique entre la veille et le sommeil. Donc c'est un état dans lequel on passe tous les jours, très vite, puisqu'on n'y reste pas entre les deux, mais c'est un état physiologique naturel. L'art de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est de rester dans cet état-là pendant tout le temps d'une séance pour en chercher des bénéfices. Donc, à la question de savoir, c'est une question qu'on entend depuis des décennies et qu'on entendra encore toujours, savoir est-ce que je suis hypnotisable, docteur, ou pas. Tout le monde est potentiellement hypnotisable puisque c'est un état naturel. Maintenant, c'est vrai que... Surtout ceux qui ont peur d'être hypnotisés, c'est qu'ils sont très vite hypnotisables. Je cite juste un exemple, Laurent. On est tous en hypnose, par exemple. Ça nous est tous arrivé de prendre la voiture et d'arriver, partir du point A, arriver au point B, et de se dire mais je suis déjà arrivé. Et on ne s'est pas rendu compte qu'on avait conduit jusqu'au point B. Ça veut dire qu'on était en hypnose. C'est ça, l'hypnose à la base. Pardon, Laurent. Oui, après, non, je t'en prie. Après bon, alors là, il n'y a pas de peur d'être hypnotisé puisque l'auto-hypnose, on se le fait soi-même. Donc là, il n'y a pas cette phobie de l'emprise de quelqu'un qui prendrait le contrôle puisqu'on fait ça soi-même. Après, c'est sûr que le faire, pas dans un but pour le fun, mais dans un but à minima thérapeutique, eh bien, comme pour toute chose, il faut de la méthodologie, un petit peu. Hein. C'est comme pour les huiles essentielles. Si je me lance dans les huiles essentielles sans avoir rien compris à ce que c'est qu'une huile essentielle, je vais très vite faire une bêtise. Donc, il vient un peu de méthodologie. Alors, c'est pas imbuvable, c'est pas inaccessible, sinon on l'aurait pas proposé en auto-protocole comme ça. Alors, on l'explique dans la première partie, c'est la première partie dont tu parlais tout à l'heure, Gilbert. Hein, il y a toute une partie où on parle de ce que c'est que l'hypnose, l'auto-hypnose, et quelles sont leurs validations scientifiques à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait. Pareil pour la méditation. Puisque ce sont aussi toutes les deux des thérapies complémentaires dont les vertus sont reconnues
par l'OMS. Et donc, c'est pas, non, je pense pas que c'est inaccessible si on est motivé. Je pense que ça peut être quelque chose qui est une bonne entrée en matière. De toute façon, bon, il faut quand même dire pour les gens qui nous écoutent et qui le savent pas que en fait, on a voulu combiner les méthodes pour renforcer leur efficacité. C'est-à-dire, on aurait pu faire aromathérapie juste avec les huiles essentielles, en fait. Hein, on a fait aromathérapie avec un peu d'hypnose ou un peu de méditation suivant les pathologies, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on potentialise l'efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on en est venu à faire ce qu'on appelle de l'hypnose aromatique et de la méditation aromatique, parce qu'en fait, on multiplie l'effet, les bénéfices, en fait. Donc, mais les gens sont libres, c'est-à-dire que dans ce bouquin, je sais pas, on va au truc du sommeil, on regarde, il y a de l'aromathérapie, il y a un exercice d'auto-hypnose ou de méditation. On prend ce qu'on veut. Hein. Si on veut faire que l'aromathérapie, on fait que l'aromathérapie. Je trouve le bouquin est libre. Il n'oblige pas les gens à suivre, absolument, à faire tout ce qui est écrit dedans. Après, il a fallu qu'on réfléchisse à proposer des choses qui pouvaient être adaptées à la grande majorité de la population, parce que il y a des subtilités dans les pathologies qui font que normalement, il faudrait prescrire des exercices sur mesure à chaque personne. Donc, on a réfléchi à faire des choses qui ne mettraient pas les gens en difficulté, qui n'aggraveraient pas leurs troubles. Enfin, c'est tout un travail. Et voilà cette première partie. C'est une partie qui est faussement théorique en vérité, parce qu'elle ne dure pas des pages et des pages. Et puis, c'est une partie qui présente l'actualité des connaissances scientifiques sur l'aroma, l'hypnose et la méditation. C'est-à-dire, en fait, on explique pourquoi on les a choisis quoi, dans le livre. Tu veux nous lire peut-être, on a la transe hypnotique, page 48, où je le fais, c'est comme tu veux. Et on peut faire, je ne sais pas, par exemple, que pensez-vous qu'on ait la chance d'avoir une petite hypnose, une petite séance par Laurent sur l'anxiété, par exemple, page 160. Alors, si vous voulez choisir une huile essentielle, vous pouvez. D'accord. Alors, effectivement, bon, donc, il y a quand même. Alors, la méditation est plus simple à faire, parce que la méditation, on rentre directement dans le vif du sujet. L'auto-hypnose, avant de faire l'exercice qui est proposé pour chaque trouble, il faut d'abord faire une transe hypnotique avant. C'est-à-dire, il faut se mettre en état d'hypnose. Et donc, pour se mettre dans cet état, il faut faire l'exercice de transe hypnotique qui est commun à toutes les séances d'auto-hypnose. Hein. Donc, cette transe hypnotique, elle n'est pas longue, hein, on l'a écrit page 48. Hein. Moi, je vais la lire si tu veux, Françoise, puisque tu veux absolument que je la lise. Mais donc, je ne suis pas un très bon lecteur. C'est encore mieux, je vois que Muriel est prête. Donc, mais je vais la lire parce que tu insistes. Alors, je ne suis pas un bon lecteur. À force de faire de l'hypnose aux autres, la seule chose qui me manque, c'est que moi, j'adore être en état d'hypnose. Voilà. Et d'accord. Puis, Laurent a une très belle voix. Merci, Laurent. Bon, alors, donc, je lis l'exemple de transe hypnotique. On est bien d'accord. On est bien d'accord, ce n'est pas... ça ne fera rien à aucun d'entre vous d'entendre ça, parce que il n'y a pas de... Ça peut mettre certains d'entre vous en état d'hypnose, mais il n'y aura pas d'action sur le psychisme, puisque pour qu'il y ait action sur le psychisme, il faut faire la transe hypnotique et ensuite faire l'exercice d'hypnose qui ne peut être fait que quand la transe hypnotique a été faite. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, ça, c'est le préambule, hein, vraiment, de tout exercice. Je lirai la suite si tu veux. Mais prenez une huile essentielle si vous voulez aussi. Et puis rassurez-vous, Laurent ne va pas nous transformer en souris ou en blaireau.
Tout va bien. Alors, je lis la transe hypnotique. Je suis en haut d'un bel escalier recouvert de velours rouge et comportant 10 marches. Je vais les descendre une par une, comme au ralenti, très lentement, en comptant les marches de la 10e jusqu'à la première. À chaque fois que mon pied se pose sur une nouvelle marche, mes paupières et mon corps sont de plus en plus lourds et détendus. À la 5e marche, le corps se déplace plus lentement car il est lourd comme du plomb, mais curieusement, il est en même temps très calme et très détendu. Lorsque mon pied se pose sur la 10e et dernière marche, tout mon corps est lourd et détendu, tellement lourd que les pensées sont légères comme des plumes portées par le vent. Et je sens cette odeur douce, agréable, qui m'amène dans cet endroit que j'aime par-dessus tout. Cet endroit qui me rend serein ou sereine, je ne sais pas, heureux ou heureuse. Je laisse mon esprit flotter au gré du vent jusqu'à cet endroit. J'y suis bien. Et je découvre que tout est comme dans mon souvenir, car cet endroit ne change pas, ne changera jamais, il était comme cela et le restera demain. Rien ne peut le modifier pour mon plus grand bonheur. Je m'y sens bien et en sécurité, car tout est paisible. Même l'odeur de cet endroit est rassurante et je la respire à plein poumon. Plus je la respire, plus je me sens bien et apaisée. Je prends quelques instants pour m'asseoir, savourer la paix et la tranquillité de ce refuge. Je cherche parmi toutes mes sensations laquelle est la plus agréable. Tout est paisible et détendu. À chaque fois que je repenserai à cet endroit, si doux olfactivement, je n'aurai plus aucune peur en moi. Tout sera parti et je prends le temps dont j'ai besoin pour goûter cette tranquillité et ne faire plus qu'un avec elle. Je profite, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, car le temps n'a plus d'importance, il vole comme un papillon, et pour terminer l'expérience, j'écoute tous les bruits autour de mon corps et je compte très lentement, tout en sentant longuement, de 5 à 1. 5, 4, 2. Au chiffre 1, je suis revenu ici et maintenant, et je peux doucement rouvrir les yeux, me rappeler de ce moment et revenir ici et maintenant parmi nous. Bravo à toutes et à tous. Merci. C'est François. Tu lis très bien aussi, François. C'est super beau. Et puis quand tu as deux voix, c'est encore plus hypnotique. Mais ça, c'était une combinaison de la transe hypnotique de base qu'il faut faire à chaque fois avant les exercices d'auto-hypnose. Et Françoise a lu l'exercice proposé pour angoisse, anxiété. Voilà.
C'est la première fois qu'on fait ça. Oui, mais c'est Gilbert, il nous fait faire des choses qu'on n'a jamais faites encore. Tu as vu? C'est incroyable, c'est québécois. Hein. Oui, Moi, à il y a- ces rencontres-là, je ne sais jamais comment ça va, qu'est-ce qui va arriver, qui va être là, combien de temps ça va durer. J'accueille ce qui se présente. Moi, Gilbert, j'ai une petite question. Je me suis Oui. posé la question il n'y a pas longtemps parce que parfois je fais des méditations olfactives en musique et puis je ne sais pas pourquoi, il y a des fois où je ressens vraiment comme une bouffée de bonheur arriver et je suis remplie d'amour et j'aimerais savoir si, pour revenir un peu terre à terre, si est-ce qu'à ce moment-là je déclenche une certaine hormone, l'hormone de bonheur comme on dit, ou ça active quoi? Ça peut activer l'hormone de la jouissance, l'ocytocine, que l'on Ben oui, sécrète lorsqu'on se fait des câlins. C'est ce qui nous manque actuellement hein, entre les gens, sauf en couple, ou voilà. C'est l'hormone aussi qu'on a lors de l'accouchement ou qu'ils vont utiliser pour déclencher l'accouchement, ou lors des rapports sexuels, c'est l'hormone aussi de l'attachement. ouais. Et c'est ce que je dis. Et alors après, je pleure, et alors j'explique ça sur mon groupe, et les gens sont tristes. Je dis, mais il ne faut pas être triste, c'est des pleurs de lâcher, de bonheur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort, quoi. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Qu'est-ce que vous utilisez comme huile essentielle pour votre méditation aromatique? La question beaucoup d'huile. J'utilise beaucoup d'huile essentielle. J'ai une fois eu quelque chose c'était avec l'ylang ylang. Là, j'avais plein de noms de gens que je connais, mais virtuellement, qui défilaient et je leur donnais de l'amour. Et à un moment donné, j'ai commencé à paniquer parce que j'avais l'impression que je me liquéfiais, quoi. Bon, alors, écoutez-moi. C'est tout à fait, on est tout à fait dans les clous dans ce que vous racontez là. Vous savez, vous utilisez l'aromathérapie, vous connaissez un petit peu. Oui. Hein, Kananga odorata, c'est la plante de l'amour pour les femmes. Hein. L'ylang ylang, c'est vraiment l'huile essentielle de l'amour pour les femmes. Donc, ces noms qui vous sont revenus et cette distribution d'amour dont vous parlez, ben, c'est un flashback de tout l'amour que vous êtes capable de donner, que vous avez été capable de donner. Hein. Il n'y a rien d'ésotérique dans ce que vous racontez là, c'est tout à fait. Alors là, pour le coup, folle, hein, parfois. Non, mais là, non, enfin, Françoise donnera son avis après, mais c'est tout à fait. Botaniquement, on est dans les clous. Hein. Bon, alors après. Le souci, c'est que j'ai l'impression que vous utilisez les molécules aromatiques, pas forcément pour vous détendre au sens de ceux qui pratiquent la méditation, mais parce que j'ai l'impression que vous essayez aussi d'évacuer dans les séances. Hein. Alors, c'est tout à fait possible à faire, mais du coup, vous allez sortir plus fatigué, plus vidé peut-être, hein, plus éprouvé. C'est pour ça que je vous demandais quelle huile vous utilisez, parce que certaines ont une puissance particulière. Et moi, j'ai l'impression, je ne vous connais pas, hein, mais j'écoutais attentivement ce que vous disiez. J'ai l'impression que vous êtes très sensible aux huiles. Hein, voilà. Alors, il est possible, par exemple, mais on ne va pas faire une consultation. Hein. Je ne veux pas faire ça ici. Hein. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais on pourra parler en privé si vous le voulez, si vous l'estimez nécessaire. Mais par exemple, mais parce que votre question, elle peut concerner plein de gens aussi, je trouve, c'est intéressant. Il est possible que vous en utilisiez trop en concentration. Et les gens très sensibles, comme vous, ils ont besoin d'une suggestion de fragrance. Hein. Il est possible que vous soyez ultra sensible à certaines huiles essentielles et que déjà il y ait un problème de quantité. C'est tout bête, on n'y pense pas, mais c'est possible. Et puis après, il y a la question du choix des huiles. Hein. Il y a la question du choix des huiles. Mais j'ai l'impression, quand vous en parlez, j'ai l'impression que vous avez un usage cathartique de l'aromathérapie. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. C'est un terme de psychiatrie qui veut dire qu'en fait, on essaye de faire sortir de soi par un moyen
la catharsis, par exemple, ça s'utilisait au théâtre. Les gens jouaient des rôles et puis ça leur permettait de sortir tout ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ben, c'est possible que votre méditation, ce soit une méditation cathartique, que vous faites tout sortir. Il faut que vous fassiez attention à ne pas sortir complètement, vider complètement, épuisé. Il est possible aussi que vous fassiez des méditations trop longues en durée. Il faut réfléchir à tout ça, hein, parce que vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites mal, pas du tout, hein, j'espère qu'on se comprend, pas du tout. Mais je sens une grande sensibilité, une grande réceptivité chez vous, hein, parce que quand une femme nous dit j'utilisais de l'ilang-ilang et puis je voyais toutes les personnes que j'ai aimées et je leur distribuais de l'amour, c'est quand même fort. On pourrait citer ça dans un bouquin. Hein. C'est arrivé une fois. Et après ça, j'ai respiré de la carotte pour revenir sur Terre. Pour vous ancrer. Ouais. Pour m'ancrer, oui. Ouais. Enfin bon, voilà, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais puisque vous avez eu le courage de poser une question très personnelle, voilà, je me suis permis une réponse un peu personnelle, mais je trouve que ça peut intéresser plein de gens ce que vous dites. Hein. Il nous est tous arrivé un jour ou l'autre, après une séance où on utilise des huiles essentielles, d'être émotionnellement un petit peu remué ou beaucoup remué. Je fais un parallèle aussi, mais c'est pas un coq à l'âne, c'est quelque chose de vrai. On a parlé dans la première partie du livre aussi des émotions, parce que on a beaucoup discuté avec Françoise et puis on est arrivé d'accord sur le fait que la plupart des états de déséquilibre psychologique proviennent du fait que les humains ont un trop-plein d'une émotion à un moment donné. Une émotion positive ou négative, mais elle est trop importante en quantité. Et dans le livre, on explique que avant d'essayer de guérir, il faut prévenir, et notamment, il faut prévenir les excès émotionnels et s'écouter, identifier un peu les émotions en trop grande quantité qui se stockent et s'accumulent en nous. Et on propose d'ailleurs des correspondances aromatiques pour les adultes et les enfants en fonction des grandes émotions. On en parle au tout début du livre. Mais en tout cas, a montré les pages, mais étant donné que c'est activé par le son, on n'a pas très bien vu. Françoise, fais juste parler pour qu'on voit la page. Ah, pardon. Voilà. Là, vous avez le tableau enfant-adulte. Pour chaque émotion, il y a une huile essentielle. Oui. Voilà. Je voulais pas. Désolé d'avoir interrompu. Merci, Gilbert. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Gilbert, mais je ne peux pas résister à répondre à une question aussi personnelle. C'est trop captivant pour un psy. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est cette nuance que vous avez fait de comment vous en sortez après. Parce que moi, ça m'est arrivé de vivre une catharsis assez phénoménale avec une certaine huile essentielle. Et en fait, j'en suis ressortie extrêmement... Ça a été très violent, hein, mais j'en suis ressortie, mais bien, quoi. Je veux dire, où vraiment le nettoyage s'était fait. Et c'était une renaissance. Enfin, j'évacuais quelque chose, notamment qui était de ma période intra-utérine à moi. Donc, je vous dis, ça fait plus de 50 ans que je devais me trimballer le machin. Et après, c'était un sentiment, mais de paix, un sentiment de légèreté. Et donc, cette catharsis, d'abord, je l'ai accueillie dans une très grande sécurité. Enfin, c'était le geste de cette huile-là. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, entre les gens qui vont être complètement bouleversés, chamboulés, et qui après vont être vides, vont être du coup mal et à la limite peut-être décompensés psychologiquement, et le fait d'avoir quelque chose qui nettoie et qui du coup remet en route l'énergie psychique, c'est vraiment une très grande différence et je trouve que c'est un point essentiel, quoi. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut à la fois doser, bien choisir les huiles, bien doser en quantité, bien mesurer la durée qu'on va s'imposer, et puis bien se connaître en sensibilité aussi. Et tous ces facteurs-là font que
on peut aller trop loin ou pas assez loin dans sa séance. Hein. Donc c'est vraiment, j'allais dire, c'est un peu à l'usage qu'on apprend ça, mais si on est conseillé, ça aide quand même. Oui, alors là aussi, je pense qu'on a eu cette idée-là parce que pour des professionnels de santé en université, on a eu le souci une fois où justement une olfactothérapeute, c'était sur Strasbourg, a fait sentir des huiles sans forcément avoir de notion d'hypnose. Et on s'est retrouvé avec, on avait une pneumologue par exemple qui était enfermée dans les douves d'un château fort en sentant de la lavande et qui avait l'impression qu'elle allait être torturée. Donc là, il faut avoir quelques notions pour pouvoir refaire sortir la personne de ce genre d'état où elle n'était pas bien, mais du tout. Elle était en pleurs, en pleurs, en pleurs. Donc après, on a essayé d'aller chercher pourquoi. Donc moi, je l'ai sortie en fait de sa transe hypnotique où elle s'était mise toute seule par cette odeur, en fait. Hein, parce que, attention, une huile essentielle peut nous conduire directement quand on est sensible comme ça. C'était très bien décrit là tout à l'heure. Après, justement, vous avez surmonté, que ce soit Muriel, Pascal, et ça donne un état de plénitude. Cet état de liquéfaction, vous pouvez le retrouver aussi pour des gens qui méditent beaucoup. Soit ils se liquéfient, soit ils se j'ai oublié le nom, enfin ils sortent de leur corps en fait. Et ils ont l'impression d'être au-dessus. Hein. Je pense que des gens comme Christophe André sait faire ça. Et les huiles essentielles vont permettre d'aller plus vite. Hein. On a mis une étude sur la lavande et les ondes cérébrales. Je ne sais pas si on la voit du coup, mais elle est là. On voit effectivement que là, vous voyez du rouge. Ça, c'est l'activation de certaines zones cérébrales par la lavande officinale respirée. Elle est à 10% dans de l'amande douce. C'est la même activation que les zones de la méditation ou de l'hypnose. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on a voulu l'utiliser, parce qu'en tant que thérapeute, on l'utilise. On fait des hypnoses olfactives. Moi, je ne sais pas, j'ai des skieurs, par exemple, d'équipe de France. Eh bien, leur odeur de victoire qu'on a induit en hypnose, c'est leur choix, c'est l'amande poivrée. Alors, ils sont déjà dans le froid et en plus, ils mettent du froid pour se stimuler. Mais c'est leur truc. Donc, voilà, ça, c'est leur odeur de victoire. Donc, après, l'intérêt aussi, c'est quand on a induit en hypnose une odeur de camomille, là j'ai vu que certains, ou de patchouli, et bien après, quand vous l'avez sur vous, ça peut vous aider en 30 secondes à descendre un peu, revenir et gommer un état d'anxiété, par exemple. C'est ça qui va être intéressant. Wow. Et vous Écoutez, diluez excuse-moi Gilbert, et vous faites des dilutions dans de l'huile végétale? Alors ça dépend. Là, je vous ai cité l'étude où c'était une dilution à 10% dans une huile végétale. Et après, il massait sur l'intérieur des mains, il respirait. Après, si c'est sur un stick, une décorporation. Merci, Carla. Voilà, c'est ça. Comment dirais-je? Là, c'est plutôt sur des sticks inhaleurs où là, on va mettre pur, en fait. Ben oui, on ne fait pas diluer, là. Après, alors, Fabienne nous demande si on n'aime pas l'odeur de la lavande officinale. Déjà, je vous conseille d'utiliser de la lavande de qualité supérieure. Plus elle sera en altitude, plus elle sentira bon. Moi, je n'aimais pas la lavande non plus. Et quand vous sentez vraiment de la 1400 mètres d'altitude ou quoi, peu importe la marque, mais vraiment, c'est exceptionnel. Après, si vraiment on n'aime pas, pharmacologiquement parlant, on revient à la question de Mayra, on est très proche du petit grain bigarade. Et il est olfactivement plus masculin, ou simplement parce qu'on a eu un blocage avec de la lavande et on peut changer. Hein, mais toutes ces huiles anti-stress peuvent être efficaces. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans le temps. Merci énormément pour votre générosité, Françoise et Laurent. C'est vraiment apprécié. On est vraiment même allé au-delà du livre et tout. Moi, je n'ai pas l'urgence de terminer, mais on va éventuellement mettre fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Vous êtes tous, s'il y a des nouveaux qui sont là, vous êtes tous et toutes bienvenus à tous les dimanches, même heure, pour venir échanger. C'est ouvert, on ne sait jamais trop dans quelle direction ça va selon l'actualité ou qu'est-ce qui se présente. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, si je peux. Oui, en fait, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, pas en tant que médecin, parce que je ne le suis pas, mais en tant que malade. Bon, je suis aussi en France, à côté de Toulouse, et j'ai eu une leucémie, donc j'étais dans un
un secteur en milieu bien protégé, évidemment. Et ça a été très, très compliqué pour moi d'amener les huiles essentielles. Et bon, quand on est dans des états de nausée, de stress permanent, moi, je les ai fait passer en douce. Mais bon, j'ai eu quand même, grâce à une infirmière, elle a fait le forcing pour que je fasse rentrer quelques huiles. Donc, j'avais le droit de les utiliser qu'en olfaction. Mais bon, quand j'étais pas bien, je les utilisais parce que je sais aussi les utiliser. Et je pense que la génération qui vient là derrière est beaucoup plus ouverte quand même par rapport à des gens qui ont 50 ans, hein, qui sont pas bien vieux, mais qui les hématologues autour de moi sont complètement fermés. Mais vraiment. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, en pneumologie à Toulouse, donc service de pneumo, ça y est, c'est lancé. Donc pour les nausées, pour les plaies, pour tout ça, c'est une infirmière qui s'appelle Muriel Imbert qui a lancé ça, une ancienne élève, et qui maintenant va le lancer aussi en addictologie, donc tabac, etc. Et vous avez la clinique du Coinc à Toulouse qui a un médecin qui s'appelle Claire Chauffour, qui utilise d'ailleurs avec Wendy Belcourt, qui est une amie de Ryanon, donc aromathérapie anglaise, enfin anglo-saxonne, qui utilise. Et puis, vous voyez, là aussi, je vous l'ai dit, pensez à mon idée de genre où on fait le coupe-coupe. Eh bien, on a formé une infirmière. Moi, j'habite Limoges et elle est venue se former à Dijon. C'est une ancienne élève aussi de Laurent, une infirmière en hématologie. Donc, ça y est, je viens de lui valider ces protocoles et les leucémiques Limougeot, ou en tout cas de là, vont avoir quelques protocoles, nausées notamment, et stress dans quelques mois. Donc, on avance petit à petit. Oui, c'est ça, c'est ça. L'encendement, c'est top. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'encendement. Mais bon, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Il y a des gens qui ont quitté en cours de route. Si jamais ces gens-là réécoutent la fin ou les bouts qui ont manqué, je les salue. On n'a pas pu, j'ai pas voulu interrompre le fil de la rencontre pour saluer les gens qui quittaient. Benjamin, merci Gilbert. Je ne connaissais pas tes Zooms. J'espère avoir l'occasion de participer à nouveau. Bon, alors, je vais essayer de prendre les coordonnées avant de fermer. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je te laisse parler, Laurent. Non, moi, je voudrais remercier Gilbert de nous avoir invités. C'était très agréable et je suis très content d'avoir pu participer, d'avoir pu échanger avec vous tous. Et voilà, merci d'avoir lancé cette invitation, cette idée, et peut-être une prochaine fois de se retrouver à nouveau. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Puis vraiment, merci pour votre temps, tout le monde, d'avoir été là. Et de vos témoignages aussi, c'est chouette. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est précieux dans ma vie. Vous tous. C'est vraiment des bons moments aussi que je passe le dimanche. Donc, vous êtes bienvenus de revenir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Laurent, tu parlais de ta santé. Je te souhaite le meilleur. Merci, Gilbert. Et puis merci. Pourquoi pas d'autres livres, d'autres associations. Faites profiter les gens de vos talents et vos connaissances. On apprécie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi, Gilbert, pour ce que tu fais aussi, parce que c'est du temps, parce que c'est de la passion. Je crois qu'on est tous là par passion aussi. Donc, il faut aussi relever ce temps que tu passes qui est précieux pour nous tous. Donc, on a chacun notre rôle. Je pense que moi, c'est ma contribution. Voilà, c'est notre chemin de vie. On a chacun notre chemin de vie et en les associant, on peut faire un joli puzzle. Merci bienveillant. Beaucoup. Merci à toi. Et une caresse à ton joli chienne. Oui. Merci. Merci à tous. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.